Salut à tous et content de vous retrouver à nouveau sur Mastering AI pour cette nouvelle vidéo qui vous accompagne dans les premiers pas de la réalisation d'un mini-projet qui intègre les modèles de machine learning. Alors, nous avons entamé cette mini-série d'apprentissage pratique du machine learning où nous avons débuté par présenter 10 projets typiques que vous rencontrerez en machine learning, suivis des phases de réalisation d'un projet. Dans la vidéo précédente, vous avez eu une brève introduction au premier projet que nous comptons mettre en place, notamment la réalisation d'un chatbot en se basant sur une architecture RAG. Dans la vidéo précédente, Jordan vous a présenté ce que c'est qu'une architecture RAG et ses différentes composantes. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de débuter l'implémentation de ce mini-projet dans une mini-phase de prototypage où nous allons premièrement rappeler brièvement les éléments essentiels de l'architecture RAG, suivi de la mise en place de notre environnement de développement, notamment à travers la mise en place d'un repo Git, la création des environnements virtuels, la structuration de notre base de travail, l'installation des librairies nécessaires pour la réalisation de ce mini-projet et beaucoup d'autres étapes que nous allons aborder ensemble après. L'objectif à la fin de cette vidéo sera d'écrire des mini-bouts de code qui implémenteront chacune des parties de l'architecture RAG. Ceci afin d'introduire la phase de mise en service où vous allez implémenter les différents services et l'interface utilisateur de notre chatbot. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à la fin et activez également votre cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo de la mise en service. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors nous allons commencer par rappeler brièvement le principe de l'architecture RAG sur laquelle se basera notre chatbot. Comme vous l'avez vu avec Jordan, elle est constituée de 3 principaux éléments, parmi lesquels une interface utilisateur, un système de recherche d'informations dans une base de données et un modèle de langage naturel. Alors, comment cela fonctionne? Premièrement, l'utilisateur rentrera un message à notre chatbot qui sera typiquement une question. Ce message sera ensuite transformé en représentation vectorielle à travers un modèle d'embedding. Ensuite, nous allons rechercher dans la base de données l'enregistrement ou le document qui s'apparente le plus au message rentré par l'utilisateur à travers un calcul de similarité. Le calcul de similarité sera fait entre l'embedding ou la représentation vectorielle du message de l'utilisateur et les embeddings présents dans la base de données. Une fois le document dans la base de données le plus similaire au message de l'utilisateur retrouvé, nous allons ensuite passer cet embedding à un modèle de langage naturel afin qu'il puisse générer une réponse en langage naturel qui sera renvoyée à notre utilisateur. Dans notre cas, nous allons utiliser principalement Postgre comme système de gestion de base de données et Chainlink pour pouvoir construire l'interface de chatbot avec laquelle l'utilisateur interagira. Sans plus tarder, nous allons débuter la phase de prototypage à travers la mise en place de notre environnement de développement. Nous allons débuter la phase de prototypage à travers la mise en place de notre environnement de travail. Premièrement, nous allons configurer notre repo Git. Vous allez dans votre compte Git. Dans ce cas, nous sommes dans le compte de Mastering AI. Nous allons dans la section Repository et vous allez créer un nouveau repository. Ensuite, fournir un nom. Nous nommerons Chatbot RAG. Vous pouvez également fournir une description. D'un chatbot. Ensuite, vous choisissez la visibilité de votre repo. Nous allons choisir public dans notre cas. Et nous allons cliquer sur Add et README File afin qu'un fichier README puisse être ajouté par défaut dans votre repo. Une fois toutes ces étapes faites, vous créez tout simplement votre repo. Notre repo vient donc d'être créé et comme nous voyons, nous avons notre README. Une bonne pratique serait de documenter ce README afin de pouvoir donner un bon aperçu de tout le travail qui est fait dans votre repository. Après avoir créé notre repository, nous allons maintenant le cloner en local. Pour cela, nous allons tout simplement venir dans la section code et copier ce lien. Ensuite, vous vous positionnez dans n'importe quel dossier de votre choix dans votre ordinateur et vous allez ouvrir le terminal Git. Une fois la console Git ouverte, nous allons cloner notre repository en local. Pour cela, nous allons taper la commande git clone et nous allons coller le lien que nous avons tout juste copié. Là, nous venons de cloner notre repository en local. Et comme on peut voir, nous avons ce dossier-là qui a été créé, qui correspond exactement au nom de notre repository. Nous allons ensuite ouvrir VS Code et ouvrir notre projet que nous venons tout juste de cloner. On valide, on sélectionne. Yes, trust the authors.
Et là, nous venons d'ouvrir notre projet sur VS Code. Afin de tester si tout se passe bien, nous allons essayer de créer un premier commit. Pour ça, nous allons modifier légèrement la description. Ce projet a pour but d'implémenter un chatbot en se basant sur l'architecture RAG. Là, nous venons de modifier la description de notre projet dans le README. Et ce que nous allons faire, c'est créer un commit. Là, lorsque nous avons créé notre repo, la branche main a été créée par défaut. Mais pour de bonnes pratiques, il serait recommandé, lorsque vous développerez vos projets, de créer une branche séparée, notamment une branche que vous appellerez develop, et ensuite vous pousserez votre travail dans la branche principale main, seulement une fois que vous avez bien développé et testé vos features et que vous vous serez assuré qu'ils marchent. Mais dans notre cas, nous allons continuer à travailler dans la branche main et nous allons créer un premier commit. Pour cela, nous allons ouvrir le terminal sur VS Code et nous allons premièrement vérifier le statut de notre repo Git en local. Si nous tapons Git status, nous pouvons voir que nous avons notre fichier README qui a été modifié et il est en rouge parce qu'il n'a pas encore été versionné. Pour pouvoir l'ajouter dans le repository local, vous taperez la commande git add pour rajouter tous les fichiers qui ont été modifiés et qui apparaissent lorsque vous faites le git status dans votre repository en local. Si vous faites à nouveau un git status, vous verrez que vous avez toujours votre fichier README mais qui a été ajouté dans le repository local. Ensuite, afin de pouvoir commit ce fichier, vous utiliserez simplement la commande git commit-m pour préciser le message de votre commit, mise à jour du README. Après d'avoir commis, vous pouvez voir que vous avez un fichier qui a été changé et qui a été inséré. Ensuite, vous ferez un git push afin de pouvoir pousser les changements que vous avez effectués sur ce README en local dans votre repository en ligne. Donc, on fera un git push. Comme vous pouvez voir, le push a effectivement fonctionné. Et si on vérifie, on vérifie dans notre repo en ligne, vous pouvez voir que là, nous avons notre commit mise à jour du README et vous voyez que notre README a effectivement été mis à jour. Nous allons par la suite organiser notre dossier de travail. Pour cela, nous allons principalement créer quelques dossiers, parmi lesquels un dossier data, dans lequel nous allons principalement mettre toutes nos données, en l'occurrence dans ce cas, les fichiers que nous allons enregistrer dans la base de données plus tard. Nous allons aussi créer un dossier nommé Notebook, à l'intérieur duquel nous allons créer notre fichier Notebook qui nous servira pour notre prototypage. Ensuite, nous allons créer un dossier SRC pour source et c'est dans ce dossier que nous allons définir tous les packages et modules nécessaires lorsque nous allons faire la mise en service. C'est le dossier principal de notre projet. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, nous allons à l'intérieur de notre fichier Notebook créer un notebook que nous appellerons prototypage.ipnb. Nous allons aussi créer un fichier .env à l'intérieur duquel nous allons mettre toutes nos variables d'environnement et ensuite un fichier .gitignore à l'intérieur duquel nous allons mettre les chemins vers les dossiers ou fichiers que nous ne souhaitons pas versionner dans notre repository Git. Une fois la structure de notre projet bien définie et mise en place, nous allons créer notre environnement virtuel. Nous allons maintenant passer à la création de notre environnement virtuel en utilisant l'outil venv. Comme vous avez vu avec Jordan, nous allons tout simplement taper la commande python-m venv et nous allons donner le nom de notre environnement virtuel. Nous allons l'appeler tout simplement venv. Vous pouvez voir ainsi qu'un dossier de notre environnement virtuel a été créé avec le nom que nous avons fourni, venv. Et à l'intérieur de ce dossier, nous avons le dossier script et le fichier activé.bat grâce auquel nous pouvons activer notre environnement virtuel avant de pouvoir faire de quelconques installations de package. Alors, afin de pouvoir activer notre environnement virtuel, nous allons tout simplement
taper la commande venv /script /activate.bat. Nous voyons bien que nous avons activé notre environnement virtuel. Ceci à travers le fait que nous avons le nom de l'environnement entre parenthèses spécifié là. Ensuite, nous allons installer deux librairies que nous allons certainement utiliser tout au long de ce projet, notamment NumPy et Pandas. Pour cela, vous taperez tout simplement pip install NumPy. Ok, une fois NumPy installé, nous installerons également Pandas. Pip install. Ok, et là, nous voyons que Pandas a été bien installé. Nous allons certainement installer beaucoup d'autres librairies tout au long du projet, mais pour l'instant, nous allons nous limiter à ces premières librairies et installer les librairies nécessaires au fur et à mesure que nous avancerons. Comme vous avez vu avec Jordan, une bonne pratique est de créer ce qu'on appelle un fichier requirement.txt, ceci afin de générer un fichier dans lequel tous les packages qui sont installés dans votre environnement virtuel sera listé avec les versions, afin que si un collaborateur veut pouvoir reprendre votre projet et installer les mêmes librairie que vous avec les mêmes versions, qu'il puisse exécuter une simple commande qui sera pip install requirement.txt. Alors, comme vous avez vu avec Jordan, pour générer le fichier requirement, il suffit de faire pip freeze et nous préciserons requirement.txt. Et nous voyons bien que notre fichier requirement.txt a été créé avec les différentes librairies que nous venons d'installer, ainsi que leurs dépendances et les librairies par défaut de Python et les différentes versions pour chacune des librairies. Alors, ce que nous allons faire, ce sera de versionner ce fichier requirement.txt. Si nous tapons notre commande git status pour voir l'état de notre repo, nous pouvons voir que ces différents fichiers n'ont pas été ajoutés dans notre stage. Par contre, nous ne souhaitons pas forcément versionner notre fichier .env car il contiendra toutes les variables d'environnement utilisées pour pouvoir faire tourner votre application. Et il y a certainement des informations que vous ne souhaitez pas forcément partager. Donc, pour cela, nous allons ajouter dans le git ignore notre fichier .env. Ensuite, nous allons également ajouter le dossier venv, qui est le dossier de notre environnement virtuel que nous ne souhaitons pas versionner. Ainsi, après avoir ajouté ce fichier, ce dossier dans le git ignore, si on retape la commande git status, nous voyons que nous avons le git ignore, le notebook et le fichier requirement qui n'ont pas encore été ajoutés dans le stage. Si nous voulons les ajouter dans le stage git, nous ferons, comme nous avons vu tout à l'heure, un git add point. Ensuite, nous allons faire un git commit-m pour faire un commit afin de pouvoir plus tard pousser tous ces éléments. Et le message du commit sera structuration. Par exemple, vous pouvez mettre un message que vous voulez du projet. Nous voyons effectivement que ces trois fichiers ont été ajoutés dans le repo local. Et si nous souhaitons donc pousser ces fichiers dans le repo en remote, nous ferons tout simplement un git push. Donc, si nous regardons notre repository, nous pouvons voir les derniers fichiers ajoutés avec le message du commit défini structuration du projet. Nous allons maintenant installer PostgreSQL. Pour cela, nous allons nous rendre dans le navigateur et taper download and install PostgreSQL on Windows. Ensuite, on peut se rendre sur le site de PostgreSQL et là, on peut voir en fait les différentes versions de Postgre. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Download the Installer. Nous allons aller pour Windows et nous allons télécharger une version, peut-être pas la plus récente. On va prendre la version 15 qu'on va télécharger. Et là, nous pouvons voir que notre Postgre a bien été installé. Ensuite, nous allons ouvrir le dossier de téléchargement et lancer l'installation. Ensuite, nous allons cliquer sur Suivant et nous installerons effectivement Postgre dans ce répertoire. Nous voyons qu'il nous propose de venir avec quelques outils. Nous allons l'installer avec tous ces packages. Et ça, c'est le répertoire ensuite dans lequel nos données seront enregistrées. Ça sera le data, nous allons le valider. Et là, nous allons fournir un mot de passe pour le super utilisateur. Alors, nous allons fournir mot de passe. On valide le port.
local par défaut. Suivant. Et là, nous lançons l'installation. Alors, une fois l'installation terminée, nous allons cliquer sur terminer là. Ensuite, sur VS Code, nous allons essayer de nous connecter à notre base de données PostgreSQL en local. Nous allons pour cela utiliser une extension Postgre sur VS Code. La première que nous allons installer, c'est une extension appelée PostgreSQL Management Tool qui nous permet d'interagir avec nos bases de données Postgre en local. Une fois l'extension installée, vous voyez cette icône qui apparaît là, PostgreSQL Explorer. Alors, une fois l'extension ajoutée, comme vous pouvez le voir là, nous allons créer une connexion à la BD en local. Là, on nous demande le hostname, ce sera localhost. L'utilisateur, nous mettrons Postgre. Le mot de passe est celui que nous avons défini lors de l'installation. Le port par défaut 5432 et nous choisirons une connexion standard au début. Alors là, nous sélectionnerons Show All Databases. Là, c'est pour le nom de la connexion. Nous allons tout simplement garder localhost comme nom de connexion. Ainsi, là, nous pouvons voir notre connexion à Postgre avec la base de données par défaut Postgre qui est installée. Nous pouvons tester en créant une base de données. Nous ferons New Query et nous taperons la commande Create Database que nous appellerons Chatbot Rack par exemple avec un underscore. Si on exécute la commande et qu'on rafraîchit la connexion, nous pouvons voir notre base de données qui a été créée. Donc plus tard, lorsque nous allons rajouter les documents dans notre base de données, nous pourrons les visualiser. Après avoir installé Postgre, nous allons installer une librairie Python qui nous permettra d'interagir avec notre base de données et d'y effectuer des opérations de création et d'insertion des données. La librairie en question s'appelle PsychoPG. Alors pour installer cette librairie, nous avons recherché PsychoPG et vous allez tomber sur la documentation en fait de cette librairie. Nous allons ainsi nous rendre dans la section Documentation. Et là, vous verrez une documentation sur comment installer et faire vos premiers pas en utilisant cette librairie. Alors, dans la documentation, vous verrez qu'il y a plusieurs moyens d'installer cette librairie. Mais nous allons choisir l'installation binaire parce que tel qu'il est écrit, il s'agit de la manière la plus rapide d'installer cette librairie et de commencer à développer avec. Et pour cela, comme vous le voyez, nous aurons besoin d'au moins une version du pip de 20.3. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier cette commande. Ensuite, nous allons la coller et nous allons installer la librairie. Comme vous pouvez le voir, nous avons installé, nous venons d'installer le package Psychop. Ce que nous allons maintenant faire, c'est ouvrir notre notebook prototypage et nous allons expérimenter la librairie Psychop en créant premièrement une table dans notre base de données Chatbot Rack que nous avons créé tout à l'heure et en y insérant un enregistrement dans cette table. Alors pour cela, nous allons premièrement importer la librairie, import Psychop. Ensuite, nous allons créer une connexion à notre base de données, psychop.connect et nous passerons les paramètres de notre base de données. DBName égale, ce sera chatbot rack, le nom de notre base de données, le nom de l'utilisateur, le mot de passe et l'hôte qui sera localhost ainsi que le port. Ascon. Ensuite, nous allons créer un curseur qui nous permettra en quelque sorte d'effectuer les opérations, d'écrire des requêtes SQL pour pouvoir manipuler notre base de données. Donc, nous allons premièrement écrire une requête pour créer une table, cur.execute. Et à l'intérieur, nous allons créer une table, create table if not exist, que nous appellerons embedding.
si elle n'existe pas encore. Et nous passerons les informations des colonnes de cette table. Donc, nous créerons premièrement une clé primaire, ID, serial, primary key, pour spécifier que la colonne ID est la clé primaire. Ensuite, nous créerons une deuxième colonne que nous appellerons corpus, qui contiendra nos textes, et une dernière colonne que nous appellerons embedding, qui sera la représentation vectorielle de notre texte. Ce sera un tableau de valeurs flottantes. Après avoir créé notre table, nous pouvons insérer des données en utilisant la commande cur.execute. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la commande insert into embeddings, les colonnes dans lesquelles nous souhaitons insérer des données, dans ce cas corpus, et embedding values, nous spécifierons des valeurs que nous allons insérer. Alors, pour pouvoir préciser les valeurs que nous souhaitons insérer dans chacune des colonnes, nous allons créer premièrement un corpus au hasard. Nous appellerons test corpus et nous allons définir un embedding aléatoire à travers numpy. Donc, nous allons premièrement importer numpy, import numpy as np. Donc, nous allons faire un embedding égale numpy random rand. Nous allons créer un vecteur de 5 valeurs. Donc, à l'intérieur des parenthèses, nous allons préciser notre corpus que nous avons créé avec l'embedding. Ensuite, pour effectuer ces opérations dans notre base de données, nous allons utiliser la commande con.commit. Alors là, nous venons d'écrire un petit script qui permettra de créer dans notre base de données chatbot une table nommée embeddings qui aura les colonnes ID comme la clé primaire, le corpus et l'embedding de ce corpus. Et nous allons insérer dans cette table embeddings ce corpus associé à son embedding. Si on exécute, alors nous voyons que nous avons une erreur qui est liée au fait qu'on n'arrive pas à insérer cet objet qui est de type ndArray dans la base de données, car le type numpy.ndArray n'est pas supporté de manière nativement par Postgre. Donc, ce que nous allons faire pour corriger, ce sera de convertir ce ndArray en une liste. Donc, nous ferons un toList pour avoir une simple liste de valeurs flottantes. Si on exécute cette fois, nous verrons que notre code a bien été exécuté. Si on vérifie dans notre base de données, nous allons actualiser la connexion et vous verrez que dans la base de données chatbots, nous avons effectivement la table embeddings qui a été créée. Et si nous sélectionnons les 1000 premières lignes, dans ce cas, nous n'avons qu'une seule ligne, nous pouvons voir que nous avons effectivement un enregistrement qui a été créé avec son ID, qui est un integer, le corpus qui est de type texte, avec notre corpus que nous avons défini, test corpus, et l'embedding associé à ce corpus, qui est la liste de valeurs aléatoires que nous avons générées. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons créer des embeddings en utilisant un modèle d'OpenAI. Pour cela, nous allons nous rendre sur la plateforme de OpenAI et nous verrons tout d'abord comment installer la librairie OpenAI en Python en exécutant simplement cette commande pip install OpenAI. Ce que nous allons faire, nous allons la taper pip install OpenAI. Donc, une fois OpenAI installé, nous allons maintenant voir comment nous pouvons utiliser un modèle d'embedding afin de pouvoir créer un embedding d'un texte donné. Alors pour ça, nous allons nous rendre dans la documentation où vous avez la possibilité de regarder les différents modèles qui existent et en cliquant sur Explore, nous allons choisir les modèles. Nous allons nous rendre dans la section des modèles d'embedding et vous allez voir que nous avons 3 modèles que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer des embeddings. Et vous verrez que les dimensions en fait des embeddings, c'est-à-dire les tailles des vecteurs générés, diffèrent en fonction des modèles. C'est-à-dire pour ce texte embedding 3 large, il a la possibilité de créer des embeddings suffisamment larges par rapport aux 2 autres modèles. Pour notre test, nous allons utiliser ce modèle d'embedding text embedding adder.
Alors, comment s'y prendre en utilisant Python? Nous allons pour cela nous rendre dans la section API Reference et nous allons choisir Embeddings où vous verrez que nous avons un exemple de code que nous pouvons utiliser pour tester la création de l'embedding d'un texte en utilisant le modèle Text Embedding ADA, qui est celui que nous avons vu tout à l'heure. Donc nous allons simplement copier ce bout de code, créer une autre cellule dans notre notebook et coller là. Donc vous pouvez voir que nous avons premièrement créé un client en utilisant la classe OpenAI afin de pouvoir interagir avec l'API d'OpenAI. Et vous pouvez voir que en paramètre de cette classe OpenAI, il y a la clé d'API que vous devez fournir. Dans notre cas, nous avons déjà généré une clé d'API dans notre compte et vous pouvez le faire de votre côté en vous rendant sur la plateforme de OpenAI de la partie API Reference. Vous verrez comment vous pouvez générer des clés d'API. Vous avez deux possibilités, soit de générer une clé d'API par projet, ce qui est l'option recommandée, ou de générer une clé d'API utilisateur que vous pourrez utiliser dans tous vos projets. Donc, en choisissant cette option, vous pouvez voir par exemple dans notre cas que nous avons déjà créé une clé d'API et c'est celle-là, c'est cette clé d'API que nous allons utiliser dans notre code. Et notre clé d'API, nous l'avons stockée dans le fichier .env dans une variable d'environnement que nous avons nommée OpenAI Key. Donc, nous allons dans ce cas spécifier API Key égale. Nous allons déjà importer le module OS, import OS, qui nous permet d'interagir avec les variables système. Donc, nous ferons os.getEnv pour pouvoir récupérer la valeur d'une variable d'environnement et nous dirons OpenAI Key. Par la suite, vous voyez que nous créons une embedding en utilisant la méthode de create de la classe embedding, en lui passant le modèle que nous souhaitons utiliser pour générer l'embedding, le texte en question dont nous souhaitons générer l'embedding et le type des valeurs numériques qui seront dans le vecteur généré. Donc, si on exécute ce code, vous pouvez voir que nous avons l'embedding de ce texte qui a été créé. Donc, comme vous le voyez, notre embedding est stocké dans cette classe create embedding response qui a un attribut data qui lui est une liste d'embedding. Donc nous pouvons déjà dans un premier temps récupérer cette réponse. Nous appellerons réponse.data. Et si nous voulons avoir juste le vecteur de l'embedding, nous ferons embeddings de 0 pour récupérer le premier élément de la liste. .embedding. On exécute. On verra effectivement qu'on a notre vecteur d'embedding. Et si nous vérifions la taille de ce vecteur, donc si on fait len de cette liste qu'on exécute, nous verrons que nous avons effectivement un embedding d'une taille de 1536, ce qui correspond à la taille de l'embedding du modèle comme nous l'avons vu dans la plateforme. Donc une fois l'embedding créé, vous pouvez vous amuser en reprenant l'exemple que nous avons fait tout à l'heure, mais en remplaçant le corpus et l'embedding aléatoire que nous avons généré par un véritable corpus de texte associé à son embedding généré. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire par la suite, où nous allons populer notre base de données avec plusieurs enregistrements contenant des corpus, chacun associé à leurs embeddings. Alors, en ce qui concerne la base de données de notre chatbot, nous allons nous servir d'un corpus de dialogue en français public où nous avons des conversations entre le service d'accueil d'une université et des interlocuteurs qui désignent avoir un renseignement. Alors, ce corpus est disponible sur ce site www.info.univ-tous et comme vous le voyez, il s'agit d'un serveur de parole public qui met librement à la disposition de la communauté scientifique un ensemble de corpus francophones de dialogue. Donc, ce que vous ferez, c'est que vous chercherez à télécharger ce corpus. En l'occurrence, nous avons téléchargé ce corpus-ci pour accueil UBS. Et lorsque vous entrez, vous verrez que vous avez la possibilité de télécharger les transcriptions seules ou les corpus audio accompagnés des transcriptions. Dans notre cas, nous allons juste télécharger les transcriptions textuelles. Donc, vous cliquerez sur cette icône de l'archive et vous téléchargerez ainsi votre corpus. Et une fois le corpus téléchargé, vous verrez ces dossiers transdoc.pdf, transxml et transtxt. Et c'est ce dossier qui nous intéresse, où vous verrez que vous avez un ensemble de fichiers textuels correspondant à la transcription audio
de la conversation entre l'agent de l'accueil de l'université UBS et les utilisateurs désireux de prendre un renseignement. Si nous ouvrons par exemple ce premier fichier, vous pouvez voir que vous avez la transcription textuelle des conversations. Nous n'allons pas tous les sélectionner vu qu'il s'agit juste d'un mini prototypage, mais nous allons sélectionner un sous-ensemble de fichiers textuels dont nous allons extraire des informations conversationnelles, les transformer en embeddings et les sauvegarder dans la base de données que nous avons créée. Alors, nous allons donc juste utiliser le fichier d'une conversation donnée dans le corpus que nous venons de présenter et nous l'avons stocké dans le dossier data de notre projet sous le nom conversation.txt. Donc, ce que nous allons faire, c'est créer un petit script qui va lire chacune des interventions de ce fichier, calculer l'embedding correspondant en utilisant le modèle de OpenAI que nous avons vu tout à l'heure et ensuite sauvegarder le tout dans la base de données Chatbot RAG que nous avons créé. Alors, nous allons démarrer par l'extraction des conversations de ce fichier. Notre but dans ce cas sera d'extraire uniquement les interventions de l'hôtesse et du client. Ces conversations sont préfixées par un H et par un C comme vous pouvez le voir. H pour l'hôtesse et C pour le client. Ceci signifie que nous allons tout simplement nous passer de ces numérotations que nous avons en début, puisque chaque conversation est déjà préfixée par la première lettre de l'intervenant. C pour le client et H pour l'hôtesse. Donc, nous allons ouvrir notre fichier de conversation en parallèle avec notre notebook pour avoir une bonne vue. Et ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons créer une autre cellule dans notre notebook où nous allons expérimenter cette extraction d'informations. Donc, nous allons premièrement faire with open pour ouvrir le fichier texte. Et comme nous le savons, le fichier est stocké dans le dossier data. Et vu que nous sommes dans le dossier notebook, nous allons faire open .data/conversation.txt. On va fermer cette fenêtre. As file, nous allons lire premièrement tout le texte de cette conversation. Si on affiche, vous verrez que effectivement nous avons tout le texte de la conversation. Donc la deuxième chose, c'est que nous allons récupérer ligne par ligne chaque chaîne de caractères. Pour cela, nous allons créer une variable que nous appellerons text list et nous ferons un text.split. Nous utiliserons la fonction split pour diviser une chaîne de caractères en précisant le séparateur anti/n, c'est-à-dire le caractère de saut de ligne, pour pouvoir récupérer chaque chaîne de caractères présente sur chaque ligne. Si nous affichons cette liste, nous voyons effectivement que nous avons récupéré chaque ligne dans une chaîne de caractères. La prochaine étape sera de supprimer de cette liste de chaînes de caractères toutes les lignes qui commencent par cette numérotation. Donc, nous allons faire un parcours de la liste. On va nommer la variable filtered list et nous ferons une compréhension de liste afin de pouvoir retirer ces chaînes de caractères. Donc, égal à chaîne for chaîne in text list if not chain dot start with ce symbole. Donc, ce qu'on fait, c'est que on récupère les chaînes de caractères dans cette liste de chaînes de caractères qui ne commencent pas par le symbole de la balise. Parce que chacune des lignes que nous souhaitons enlever commence par des numéros entre balises. Si on affiche cette fois la liste filtrée, vous pouvez voir que les chaînes de caractères retenues sont uniquement les conversations de chacune des interlocuteurs. Par la suite, nous aimerions également supprimer ce saut de ligne au début de chaque conversation. Comme nous pouvons le remarquer dans chacune des chaînes de caractères, vous voyez ces espaces que nous avons au début. Nous allons donc les supprimer. Nous pouvons le faire directement dans cette compréhension de liste, c'est-à-dire pour chaque chaîne qui ne commence pas par une balise, nous récupérons la chaîne et nous allons utiliser une méthode des chaînes de caractères qui est remove prefix et spécifier entre parenthèses le caractère en début de la chaîne que nous souhaitons enlever. Dans notre cas, il s'agit d'un saut de 5 lignes. Si nous comptons, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous enlèverons le saut de 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on exécute, on peut voir effectivement que le saut de 5 lignes en début de chacune des phrases a été enlevé. Vous pouvez également remarquer qu'il y a des caractères qui ne sont pas correctement lus, notamment les caractères avec les accents. Et pour corriger cela, nous allons spécifier l'encodage lors de la lecture du fichier. Ce sera UTF
8. Et si on exécute, on verra effectivement que le texte est évidemment bien lu. Donc nous venons d'implémenter un mini bout de code qui va lire le fichier des conversations et extraire les lignes qui nous intéressent. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir une fonction qui va se charger d'exécuter ce bout de code, c'est-à-dire lire un fichier de conversation et retourner une liste de chaînes de caractères qui correspondent aux lignes qui nous intéressent dans ce fichier. Donc nous allons définir une méthode que nous allons appeler def create conversation list. En paramètre, nous prendrons le chemin du fichier qui sera un string et nous retournerons une liste de strings. Et nous allons tout simplement copier ce bloc de code et venir coller là. Nous allons indenter et dans ce cas, nous allons remplacer ça par file path. Et à ce niveau, nous allons simplement faire un return filtered list. Ensuite, nous allons créer une autre mini fonction qui va se charger de faire le calcul de l'embedding en utilisant le modèle Text Embedding ADA 002 de OpenAI. Donc nous allons définir une deuxième fonction def calculate embedding et cette fonction prendra en paramètre le corpus et cette fonction prendra en paramètre le corpus ou le texte qui sera une chaîne de caractères et retournera en sortie une liste de valeurs flottantes correspondant à l'embedding calculé. Donc, à l'intérieur de cette fonction, pareillement, nous allons tout simplement copier ce bloc de code et nous allons coller là. Donc, pour n'avoir pas à créer à chaque fois une instance client de l'API OpenAI, nous allons couper cette partie et peut-être juste la passer en paramètre de la fonction client qui est un OpenAI client. Et à l'intérieur, nous allons utiliser directement ce client.embedding.create. Nous allons indenter et ce que nous allons retourner, c'est l'embedding même de ce corpus de texte passé en paramètre. Donc, nous allons faire un return. Et comme nous l'avons fait sur cette ligne pour récupérer directement l'embedding en question, nous allons coller cette ligne. Ensuite, nous allons écrire une mini fonction qui va sauvegarder dans la base de données un corpus avec son embedding. Nous allons donc pour cela faire un def save embedding. En paramètre, nous passerons le corpus en question, qui sera une chaîne de caractères, l'embedding, qui sera une liste de float, et cette fonction ne retournera rien. Nous allons aussi prendre en paramètre le curseur, grâce auquel nous allons écrire les requêtes SQL dans notre base de données. Et donc, à l'intérieur de cette méthode, nous allons tout simplement copier cette mini-ligne et coller là. Nous allons juste changer ce cœur en cursor. Ok, après avoir défini nos différentes fonctions, nous allons déjà dans un premier temps déplacer cette cellule pour la mettre tout juste en haut, en tête. Il faudra que j'importe la classe OpenAI. Donc, comme je disais tantôt, nous allons modifier légèrement cette section de code afin de pouvoir réutiliser toutes ces mini-fonctions pour pouvoir lire les données dans notre fichier de conversation, calculer les embeddings et les sauvegarder dans la base de données. Donc, comme d'habitude, nous ouvrons la connexion à ce niveau et nous allons exécuter cette requête pour créer la table embedding si elle n'existe pas. Mais avant d'exécuter ce bout de code, nous allons supprimer premièrement la table et la recréer, étant donné que précédemment, nous avons déjà créé cette table et inséré ces données à l'intérieur. Donc, nous allons, avant de créer la table, faire un cur.execute et la requête exécutée dans ce cas sera un drop table embedding. Ensuite, nous exécutons cette requête qui va créer la table et après avoir exécuté cette requête, nous allons appeler notre première méthode create conversation list qui va créer justement la liste des corpus. Donc nous l'appellerons corpus list égale create conversation list et nous passons le chemin vers notre data. Nous pouvons créer une cellule où nous allons définir quelques variables statiques comme par exemple le chemin vers le fichier conversation. Donc, conversation file path qui sera .data/conversation.txt et donc à l'intérieur de cette méthode nous allons passer file path égale
conversation file path. Donc, une fois la liste des différents corpus récupérés, nous allons itérer sur chacun des corpus pour pouvoir calculer son embedding et sauvegarder le couple dans la base de données. Donc, nous ferons for corpus in corpus list. Nous calculons premièrement l'embedding. Embedding égale, en utilisant la méthode calculate embedding qui prend en paramètre le corpus, corpus égale à corpus, et le client de l'API OpenAI. Client égale, nous allons aussi créer une variable ici, OpenAI client égale à OpenAI, et nous allons passer la clé d'API en récupérant. Pour ça, nous devons également importer le module OS là, et nous allons récupérer la variable d'environnement, notre variable d'environnement OpenAI Key. Et c'est ce client OpenAI Client que nous allons passer à cette méthode OpenAI Client. Donc, une fois l'embedding de notre corpus calculé, nous allons sauvegarder le corpus ainsi que l'embedding dans la base de données. On va donc supprimer cette petite section. Et à la fin de tout, nous ferons ce connection.commit. Avec ce petit bout de code, nous sommes censés déjà remettre à zéro la table embeddings. Donc on supprime la table existante. Ensuite, on recrée une nouvelle table embeddings avec les différentes colonnes, ID, corpus et embedding qui est une liste, et nous générons la liste des corpus, des textes, en utilisant la fonction createConversation que nous avons créée en haut, qui va tout simplement lire ce fichier de conversation et extraire les lignes pertinentes dont nous avons besoin et les retourner sous forme de liste de chaînes de caractères. Ainsi, ayant la liste des corpus, nous allons itérer pour chaque corpus, calculer son embedding en utilisant la fonction calculateEmbedding que nous avons définie là, qui calcule l'embedding d'un corpus en utilisant le modèle de OpenAI Text Embedding ADA 002. Et une fois l'embedding calculé, nous allons sauvegarder le corpus ainsi que son embedding dans la base de données. Donc, nous allons supprimer cette section de code puisqu'elle ne nous sert plus. Donc, si on exécute tout notre notebook, donc l'exécution étant finie, nous pouvons checker notre base de données. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons actualiser la connexion. Nous allons déjà fermer ces fichiers. Nous allons actualiser cette connexion. Nous allons aller dans notre base de données, chatbot rack et faire une sélection des 1000 premières lignes. Et comme nous pouvons voir, nous avons dans notre base de données chacun des corpus extraits du fichier de conversation et avec les embeddings de chacun d'entre eux calculés à partir du modèle de OpenAI. Ainsi, nous venons de mettre en place un script qui sauvegarde les corpus de texte ainsi que les embeddings dans notre base de données Postgre. La prochaine étape sera de créer une fonction qui va prendre un texte en entrée, qui sera typiquement un texte rentré par l'utilisateur, et qui va interroger cette base de données pour retrouver l'embedding la plus similaire au texte rentré par l'utilisateur à travers un calcul de similarité. Alors, je vais maintenant vous présenter un outil très puissant qui sera intégré à PostgreSQL. Alors, il s'agit de pgvector, qui est une extension de PostgreSQL qui nous permet de manipuler des vecteurs dans une base de données PostgreSQL. Grâce à cet outil, nous pourrons écrire des requêtes qui nous permettront de rechercher, par exemple, dans la base de données, le vecteur qui est le plus similaire au vecteur correspondant à l'entrée de l'utilisateur, en effectuant un calcul de similarité. Alors, pour pouvoir installer et utiliser pgvector, vous devrez vous rendre sur ce repository Git. Je mettrai le lien en description. Dans le README, vous pourrez suivre la procédure d'installation. Vous verrez que vous avez une procédure d'installation en fonction du système que vous utiliserez. Mais dans mon cas, vu que j'utilise Windows, nous allons suivre la procédure de Windows. Mais pour ceux qui ont d'autres systèmes, par exemple Linux, vous pourrez suivre cette procédure en haut. Donc la première chose dont vous devez vous rassurer, c'est que vous avez Microsoft Visual Studio installé dans votre machine, ce qui est différent de Visual Studio Code que nous utilisons depuis le début. Alors dans mon cas, je l'ai déjà installé dans ma machine, mais si vous ne l'avez pas encore dans votre machine, je mettrai le lien en description que vous pourrez suivre pour pouvoir installer Microsoft Visual Studio. Une fois que vous êtes rassuré d'avoir Microsoft Visual Studio, vous devrez ensuite exécuter cette commande afin de pouvoir activer l'environnement de Microsoft Visual Studio dans votre terminal.
Donc, nous allons rechercher ce fichier vcvars64.bat qui se retrouve dans le dossier d'installation de Microsoft Visual Studio. Donc, si nous nous y rendons pour rechercher le fichier, nous irons dans 2022, Build Tools, VC, Auxiliary, Build, et nous avons ce fichier. Donc, nous allons tout simplement copier en tant que chemin d'accès. Ensuite, nous allons ouvrir notre terminal Windows. On va juste adapter la fenêtre. Et nous allons taper la commande call entre guillemets et nous allons coller le chemin d'accès. Alors, nous allons supprimer les doubles guillemets. Donc, si nous validons, alors nous avons un problème. Ah ouais, il s'agira de mettre un espace entre la commande call et supprimer ces guillemets. Là, nous venons d'activer l'environnement de Microsoft Visual Studio. Ensuite, nous allons définir le dossier d'installation de PostgreSQL comme le dossier dans lequel sera installé notre outil pgvector. Donc, nous allons copier cette commande, mais faites attention de bien spécifier la bonne version de Postgre que vous avez installée dans votre machine. Dans notre cas, nous avons installé la version 15 de PostgreSQL. Donc, ce que nous allons mettre à la place de 16, ce sera 15. Et nous allons valider. Ensuite, nous allons accéder au répertoire des fichiers temporaires, qui est ce répertoire users appdata local temp, et nous allons cloner le repo de pgvector. Je fais un CTRL-C, CTRL-V et je valide. Là, nous voyons que nous sommes en train de cloner le repo de pgvector. Par la suite, nous allons accéder au dossier et nous allons utiliser la commande nmake afin de pouvoir installer l'outil. Donc, si nous validons, alors là, nous avons une erreur qui dit que nmake n'est pas reconnu en tant que commande interne. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons rechercher l'outil nmake dans Microsoft Visual Studio et l'ajouter dans les variables d'environnement. Donc, si nous rendons encore dans le dossier d'installation de Microsoft Visual 2022 Build Tools, ce sera dans le dossier VC, Tools, MSVC, cette version. Ensuite, bin, host x64, et nous verrons l'exécutable de nmake. Donc, nous allons tout simplement copier en tant que chemin d'accès et le rajouter dans les variables d'environnement. Donc, nous allons ouvrir variable d'environnement. Dans les paths, nous allons cliquer sur modifier, créer une nouvelle variable et juste coller le chemin vers nmake. Nous allons supprimer les guillemets en début. Et nous allons modifier pour enlever le nmake. Nous avons juste besoin de spécifier le dossier d'installation. On va enlever la barre à la fin. Et on valide. Ensuite, nous allons relancer notre terminal. On va juste vérifier que nous avons correctement rajouté le chemin d'accès vers l'outil. Et effectivement, la commande est reconnue. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons à nouveau activer l'environnement de Microsoft Visual Studio, copier ce chemin d'accès, ensuite faire un call et coller le chemin d'accès. Ensuite, nous allons nous rendre à nouveau dans le dossier de pgvector qui a été cloné, cd %temp, et à l'intérieur, cd pgvector. Et là, nous allons retaper cette commande nmake win. Et là, nous avons encore une erreur. pgroot is not set. OK, donc on doit copier à nouveau cette commande que nous allons coller en spécifiant bien la version du Postgre que nous avons. On valide et on va relancer la commande nmake. Et là, vous voyez que ceci est en train d'être exécuté. Ensuite, nous allons exécuter également cette commande. Alors, on a un autre problème avec accès refusé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de relancer l'invite de commande en tant qu'administrateur. Nous allons refaire ces set pgroot pour définir la version de Postgre. Nous allons accéder au temp, au dossier pgvector et nous allons exécuter à nouveau la commande nmake install. Là, nous voyons que les fichiers ont bien été copiés dans le dossier d'installation de pgvector. Alors, afin de vérifier que pgvector a été correctement installé, nous allons nous rendre dans notre base de données sur VS Code. Nous allons déjà rafraîchir la connexion et nous allons exécuter une requête afin de pouvoir créer l'extension pgvector. Donc, nous ferons un create extension
vector. Si nous exécutons, nous verrons effectivement que l'extension a bien été rajoutée. Alors, après avoir installé pgvector, nous allons maintenant voir ensemble comment nous pouvons l'utiliser afin de pouvoir interroger notre base de données pour retrouver dans la base de données le texte le plus similaire au message rentré par l'utilisateur. Ceci à travers un calcul de similarité. Donc, j'ai légèrement modifié le code et j'ai stocké dans une seule chaîne tous les éléments qui permettent de se connecter à la base de données. Et vous pouvez voir que j'ai passé directement cette chaîne à la méthode de connect de psychopg. Alors, comment nous pouvons utiliser pgvector? Dans un premier temps, juste après la suppression de la base de données afin de la recréer après, nous pouvons ajouter une autre requête pour créer l'extension pgvector. Donc, create extension vector. Ensuite, nous allons changer le type de la colonne embedding de notre table embeddings et au lieu de float 8, nous allons mettre tout simplement un vector et nous allons préciser la dimension des vecteurs que nous allons sauvegarder dans la BD. Dans notre cas, vu que les embeddings retournés par le modèle text embedding ADA 002 est de longueur 1536, si vous vous rappelez bien, nous allons donc définir comme type de la colonne embedding de la base de données un vecteur qui aura cette taille, 1536. Ensuite, nous allons implémenter une petite méthode qui va nous permettre, étant donné une chaîne de caractères rentrée par l'utilisateur, d'interroger la base de données afin de retrouver le texte dont l'embedding est la plus similaire possible à l'embedding du message rentré par l'utilisateur. Donc, nous allons revenir dans cette cellule et nous allons créer la fonction def retrieve similar corpus. Et en paramètre de cette méthode, nous allons passer le corpus de l'utilisateur, input corpus, qui sera un string. Ensuite, nous allons passer le client OpenAI grâce auquel nous allons calculer l'embedding du message rentré par l'utilisateur, client, qui sera un OpenAI. Et la chaîne de caractères qui contient les informations de connexion à la base de données. Nous l'appellerons dbConnectionString, qui sera une chaîne de caractères. Dans la méthode, nous allons premièrement calculer l'embedding correspondant au corpus passé en paramètre en utilisant notre fonction calculateEmbedding que nous avons définie plus haut. Donc, nous ferons input corpus embedding qui sera égal à calculateEmbedding et nous passerons comme corpus le corpus passé en paramètre et comme client, le même client OpenAI passé en paramètre. Après avoir calculé l'embedding, nous allons nous connecter à la base de données avec ccorp.connect et nous passerons en paramètre la chaîne de connexion. Nous créons un curseur grâce auquel nous allons exécuter la requête et nous allons créer notre requête cur.execute query. Ensuite, nous allons écrire notre requête dans une chaîne que nous appellerons query et dans la requête, nous allons faire un select id corpus and embedding from notre table embeddings et order by et là nous allons mettre embedding et utiliser le symbole de similarité égal et là nous allons mettre pourcentage s pour préciser que ceci sera remplacé par l'embedding calculé et vous mettrez vector limit 1. Donc ceci signifie que nous voulons sélectionner le corpus et l'embedding dans notre table embeddings dont l'embedding est la plus similaire à l'embedding du corpus d'entrée calculé. Et ce order by nous permettra de classer les résultats par ordre de similarité décroissante et nous allons sélectionner le premier élément, c'est-à-dire l'élément qui a la similarité la plus grande. Donc, après avoir créé notre requête, nous allons l'exécuter avec cur.execute. Nous passerons la requête et dans le tableau, nous mettrons le corpus d'embedding calculé qui va remplacer ce formatage dans la requête. Ensuite, nous allons récupérer le résultat en faisant un cur.fetch1 et retourner ce résultat. Alors là, nous venons de définir la fonction qui va retrouver dans la base de données le corpus qui s'apparente le plus au corpus rentré par l'utilisateur. Nous allons exécuter cette cellule et nous allons exécuter cette cellule où nous avons créé l'extension vectors et modifié le type de la colonne embedding afin de recréer la base de données. Alors, nous avons un message, l'extension vector existe déjà. Alors, ce que nous ferons pour éviter cette erreur, c'est de rajouter create extension if not exists vector. Et là, lorsqu'on exécute, nous allons voir que notre base de données a été recréée. Si on ouvre notre base de données chatbot rack, public, embeddings,
nous pouvons déjà voir que le type de la colonne embeddings a été modifié. Il n'est plus un tableau de flottant, mais il est bien un vecteur. Et si on essaye d'afficher les 1000 premières lignes, nous pouvons ainsi voir que notre base de données a été recréée avec les corpus récupérés de notre fichier conversation.txt et avec des embeddings calculés en utilisant le modèle d'OpenAI, mais à la seule différence que la colonne embedding stocke maintenant plutôt un vecteur plutôt qu'une liste de floats. Alors, nous allons maintenant tester la fonction que nous venons de créer, retrieve similar corpus. Alors, pour cela, nous allons créer un message d'utilisateur en guise de test, user message égale. Et là, nous allons expressément définir un message qui est similaire aux conversations que nous avons enregistrées dans la base de données. Donc, si nous ouvrons à nouveau notre fichier conversation, donc si nous prenons par exemple cette réplique du client, c'est donc ça le numéro de l'atelier, et que nous définissons un message un peu similaire à celui-ci, par exemple, quel est le numéro de l'atelier. Ça, c'est le message que nous allons passer à notre fonction. Et cette fonction va essayer de retrouver dans la base de données le message qui est le plus similaire à celui-ci. Vu que nous avons expressément pris un message qui ressemble un peu plus à celui-ci, on pourrait s'attendre à ce que l'entrée dans la base de données qui nous est retournée soit ce message-ci. Donc, si on teste, on fera un retrieve similar corpus. Input corpus, on passera le user message. Le client, ce sera OpenAI client que nous avons défini plus haut. Et la connexion DB à la base de données, ce sera la DB connection définie plus haut. Si on exécute notre cellule, alors nous avons une erreur concernant l'opérateur de similarité. Et ça, c'est normal puisque nous l'avons défini avec 2 égales au lieu de un seul. Donc, normalement, c'est avec un seul égal. Donc, pour ça, on va réexécuter cette cellule et venir retester notre fonction. Alors, comme vous pouvez le voir, le message qui a été retourné est effectivement celui que nous suspectons, puisque c'est le texte dans la base de données qui ressemble le plus au message rentré par l'utilisateur. Ceci signifie que notre recherche d'informations dans la base de données, basée sur un calcul de similarité, fonctionne bien. Et là, nous avons effectivement le corpus et l'embedding calculé. Alors, nous pouvons également faire un autre test en choisissant cette fois-ci une réponse donnée par l'hôtesse. Par exemple, cette réponse, oui, au site à Lorient, à quel numéro? Donc, nous allons formuler par exemple une phrase qui ressemble un peu à celle-ci. Et nous dirons par exemple, le site est-il à Lorient? Alors là, si on exécute pour tester, effectivement, nous voyons que le message qui a été retourné, c'est cette réponse de l'autre. Oui, au site à Lorient, à quel numéro? Pour conclure avec la phase de prototypage, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez utiliser un modèle de langage afin de générer une réponse cohérente et compréhensible à l'utilisateur. Alors jusqu'ici, nous avons vu comment nous pouvons, à partir d'un texte donné de l'utilisateur, le transformer en embedding afin de pouvoir interroger la base de données pour retrouver le vecteur le plus similaire à cet embedding à travers un calcul de similarité. Et une fois l'entrée dans la base de données retrouvée, elle sera passée à un modèle de langage naturel afin qu'il puisse générer une réponse compréhensible et cohérente à l'utilisateur. Alors, en ce qui concerne le LLM que nous allons utiliser pour générer une réponse à l'utilisateur, nous pouvons regarder à nouveau un modèle de OpenAI. Alors, nous allons par exemple choisir le modèle GPT-4o, qui est le modèle GPT le plus avancé, qui a le même niveau d'intelligence que les modèles précédents comme GPT-4 ou GPT-4 Turbo, mais qui n'est pas assez coûteux et permet de générer des textes 2 fois plus rapidement que ces autres modèles. En plus de cela, il est plus taillé que les autres modèles pour pouvoir travailler en d'autres langues que l'anglais. Donc, nous allons aller dans cette section Text Generation Guide où nous allons voir un exemple de code Python que nous pouvons utiliser afin de pouvoir générer du texte à partir de GPT-4o. Si nous copions par exemple cet extrait et nous allons créer une nouvelle cellule et nous allons coller le code. Là, nous allons juste supprimer cette en-tête afin de réutiliser le client OpenAI que nous avons déjà défini. Là, ce sera juste OpenAI client.chat.completion. Donc, lorsque vous voulez utiliser un modèle de génération de texte, vous allez utiliser la classe completions et créer une requête avec le format suivant. Vous allez lui passer le modèle, dans notre cas GPT-4o. Ensuite, le message qui est une liste d'objets dont la structure possède un rôle qui peut être système ou utilisateur et un content qui est le message que vous souhaitez envoyer à votre modèle. Dans le cas où le rôle est système,
Le content sert en quelque sorte à donner l'instruction au modèle sur la façon dont il doit générer les réponses à l'utilisateur. Et dans le cas où le rôle est user, le content représente ici le message rentré par l'utilisateur au modèle. C'est exactement comme lorsque vous utilisez ChatGPT sur le site web. Alors dans notre cas, nous allons par exemple donner des instructions spécifiques à notre modèle et lui dire de se comporter comme un assistant qui travaille à l'accueil d'une université afin de renseigner des élèves ou toute autre personne. Étant donné que j'avais déjà préparé la description pour le LLM, je vais juste la coller là. Donc nous avons donc dit à notre modèle qui doit se comporter comme un assistant chatbot serviable travaillant dans le service d'un accueil d'une université et qu'il doit reformuler les réponses extraites d'une base de données de manière cohérente et compréhensible pour l'utilisateur, ce qui est typiquement le scénario d'un RAG. Alors nous avons également modifié le message de l'utilisateur et fourni par exemple un message comme extrait de la base de données. Donc, nous allons par exemple coller ceci parce que là par exemple c'est le texte qui a été retrouvé dans la base de données qui représente une réponse de l'autre. Donc, dans un contexte de RAG, vu que le message qui sera passé au LLM aura été extrait de la base de données, nous allons fournir par exemple à ce LLM ce message et voir comment il pourrait le reformuler pour l'utilisateur. Donc, si on exécute, vous pouvez voir qu'il a reformulé cette réponse de l'hôte telle qu'elle est sauvegardée dans la base de données, mais de façon plus compréhensible et plus cohérente pour l'utilisateur. Et le texte généré, c'est « Vous pouvez contacter le site de lauréat en appelant le numéro suivant ». Donc ça, c'est un numéro qu'il a généré lui-même. C'est pas un numéro qui est présent dans notre base de données, mais c'est pour que vous puissiez voir à travers un exemple concret comment le LLM va pouvoir transformer une réponse venant de la base de données pour retourner quelque chose de compréhensible et de cohérent à l'utilisateur. Alors, nous pouvons naturellement mettre tout ce processus de recherche d'informations et de génération de réponses dans une seule et même méthode. Nous allons donc ainsi définir cette méthode GenerateResponse à laquelle nous allons passer en paramètre le corpus rentré par l'utilisateur, le client OpenAI et la connexion à la base de données. Donc, à l'intérieur de cette méthode, ce que nous allons faire, c'est premièrement appeler cette méthode qui va retrouver l'information dans la BD à partir de notre corpus. Donc, on va l'appeler SimilarText égale à retrieve. En input, nous passerons le message de l'utilisateur égale à input corpus. Le client sera le client OpenAI et pareil pour la connexion à la BD. Alors, si nous prêtons attention, nous allons voir que ce qui est retourné par cette méthode de recherche d'informations, c'est un tuple dont le premier élément est l'ID de la chaîne dans la base de données. Ensuite, la chaîne en question et son embedding. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est la chaîne en elle-même. Donc, le deuxième élément du tuple. Donc, nous pouvons déjà préciser à ce niveau que cette méthode retourne un tuple de int pour l'id, string pour la chaîne de caractères et un tableau de valeurs flottantes. Donc, le texte que nous recherchons se retrouve en indice 1 du tuple, comme nous l'avons montré là. Donc, après avoir récupéré le texte, nous allons créer la requête en utilisant le client OpenAI. Donc, nous allons copier cet extrait et coller là. Client. Et nous allons remplacer ce content par le texte retrouvé dans la base de données. Vous pouvez décider de stocker cette description du modèle dans une constante pour que le code soit plus lisible. Donc, après avoir interrogé notre modèle, nous allons tout simplement retourner le content de cet objet chatCompletion. Donc, nous allons copier ça et faire un return.content. Ainsi, nous avons mis dans une seule fonction tout le processus de recherche de l'information dans la base de données et de génération de texte à partir du LLM. Donc, si nous faisons le test, on va déjà supprimer cette cellule puisqu'elle ne nous sert plus. Et nous ferons tout simplement generate response input corpus sera le user message défini en haut. Le client, c'est OpenAI client. Et aussi, pour n'avoir pas à fournir à chaque fois ce client, cette connexion, nous pouvons, dans un premier temps, déplacer la cellule des constantes juste là en haut. On va même également créer une cellule séparée pour faire les importations. Donc, on va coller toutes les importations là, dans cette première cellule. Ensuite, on définit les constantes. Et là, dans notre méthode GenerateResponse, nous allons fournir comme valeur par défaut du paramètre client le OpenAI Client. Pareil pour
base de données. Ainsi, lorsque nous allons appeler cette méthode, nous n'aurons pas à fournir forcément ces deux paramètres et ils prendront comme valeur par défaut ces constantes définies tout juste en haut. Ainsi, nous allons appeler notre méthode GenerateResponse et lui passer juste en paramètre le message de l'utilisateur. Donc, si on veut tester tout cela, on va exécuter ces cellules, mais nous allons sauter l'exécution de cette cellule pour n'avoir pas à recréer la base de données encore et nous allons directement exécuter celle-ci. Donc là, vous voyez par exemple que pour ce message entré par l'utilisateur où se trouve le site, nous avons eu une étape en amont qui a été de rechercher dans la base de données l'information la plus similaire et comme nous avons vu tout à l'heure, il s'agissait de cette chaîne de caractères. Et ensuite, cette chaîne de caractères a été passée à notre LLM qui nous a généré cette réponse. Pour contacter le site de Lorient, vous pouvez appeler le numéro suivant, insérer le bon numéro ici, car je n'ai pas accès à la base de données pour vous le fournir. Ce qui est normal parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas renseigné le numéro dans la base de données. Donc, vous pouvez voir ainsi que notre LLM a pu générer une réponse relativement cohérente à partir de la question de l'utilisateur, après avoir interrogé notre base de données pour retrouver l'information de la base de données la plus similaire au message de l'utilisateur. Alors dans cette vidéo, nous avons essayé de réaliser un mini prototypage de notre projet chatbot basé sur une architecture RAG où nous avons commencé premièrement par rappeler les éléments de l'architecture RAG et nous avons ensuite mis en place notre environnement et présenté les différentes librairies qui sont indispensables à la réalisation de ce projet. Nous avons notamment vu comment créer un repo Git, mettre en place votre environnement de travail, créer une base de données que nous avons fournie et comment utiliser les modèles d'embedding et de génération de texte de OpenAI dans le contexte spécifique de ce projet. Alors dans la vidéo suivante, il sera question de débuter la mise en service où nous allons implémenter tous les services nécessaires à la réalisation de notre chatbot. Vous allez également voir comment mettre en place l'interface utilisateur du chatbot en se basant sur la librairie Chainlit. Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui vous introduit à la réalisation de ce projet, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et à liker et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo sur la mise en service. Merci et à très bientôt sur Mastering AI.